Donc, comme je disais, nous allons ouvrir ce soir un nouveau cycle de conférences consacré, comme vous savez, à ce temps de pandémie que nous vivons depuis plus d'1 an et demi et duquel nous ne sommes pas encore tout à fait sortis. À vrai dire, ce qui nous intéresse ici, c'est d'interroger, voire de préciser, si on y arrive, c'est ce que cette pandémie actuelle, à l'ère de la mondialisation, vient infléchir ou au contraire accentuer de la trajectoire du sujet contemporain. Avec ce nouveau cycle, nous inaugurons aussi, et ce grâce à la plateforme Zoom, une forme de travail qui met en avant d'une façon plus vive nos échanges avec nos collègues brésiliens. Ainsi, chaque séance de ces cycles de conférences comptera avec un conférencier et un discutant qui vont mettre en acte ces dialogues souhaités. En suivant ces fils de travail, nous avons prévu de traiter donc de questions très diverses, comme vous avez dû voir dans le programme. Ce soir, ce que je me suis proposé de traiter avec ces titres peut-être énigmatiques, sémiterades, est la question de savoir ce que cette pandémie du Covid vient révéler, voire modifier, de notre rapport au corps, à la mort et au deuil. C'est un thème difficile, surtout pour ouvrir les cycles, mais je ne veux pas m'y aventurer toute seule. J'ai appelé à la rescousse, et j'insiste là, j'ai appelé à la rescousse Françoise Cheka, psychanalyste, membre de la Ligue, qui est là avec nous depuis Grenoble, et Mônica Magalhães, psychanalyste, membre du Espaço Oficina de Psychanalyse, qui est avec nous depuis Juiz de Fora, Minas Gerais, et qui ont toutes les deux très amicalement accepté mon invitation, non seulement pour être discutantes, mais pour amener leur contribution à cette réflexion. Donc, ce sera en quelque sorte un travail à 3 voix et j'y tiens. Partons donc de ce mot cemiterada, qui en brésilien veut dire la révolte du cimetière et qui renvoie à ces mouvements populaires et violents qui protestaient contre une loi qui venait interdire d'enterrer les morts dans les églises et contre l'ouverture du premier cimetière de la ville de Bahia en 1836. Les premiers cimetières pour tous, parce qu'il y avait un cimetière réservé aux Noirs et aux esclaves. Je vous propose d'utiliser ces faits historiques comme jauge, c'est un mot à la mode, comme repère pour penser ce qui se passe aujourd'hui. Si je me fie au titre de ce livre fabuleux de João José Reis, qui raconte dans son contexte ce que je ne veux pas pouvoir faire aujourd'hui, l'histoire de cette cemiterade dont le mot d'ordre était mort au cimetière et qui a en effet détruit intégralement les cimetières qui venaient à peine d'être inaugurés. Dans la Bahia de la fin du 19e siècle, la mort était traitée comme une fête baroque avec des défilés animés dans les rues, accompagnés de musique et de feux d'artifice, et où les enterrements dans les églises, au lieu de la vie sociale de l'époque, scellaient la non-séparation du monde des vivants du monde des morts. La mort était une fête et les vivants cohabitaient allègrement avec les morts. Il n'y avait pas une rupture entre ces deux mondes, mais une continuité. Face à cette révolte appuyée par l'Église et par des diverses couches de la population, le gouvernement a dû reculer et a fini par décider de préserver la tradition au détriment de cette loi présentée comme un progrès scientifique et des civilisations notables, à savoir la séparation des morts de l'espace des vivants. Il a fallu donc l'épidémie de choléra 20 ans après
pour que la culture religieuse et funéraire de l'époque finisse pour accepter, au nom de la santé publique, au nom de la sécurité sanitaire, cette loi qui interdisait la sépulture dans les églises et avec elle une désacralisation, une médicalisation de la mort qui a sonné les glas de la fête comme traitement de la mort dans les liens sociaux. Nous voyons déjà là, c'est qu'une épidémie, avec cette surenchère de la mort, oblige, avec les concours du discours scientifique de l'époque, à modifier de notre rapport à la mort et à nos morts. Plus possible de vivre avec nos morts désormais. Pour faire référence, là aussi, à un livre récent, cette fois-ci celui de Delphine Orviller, qui interroge cette exclusion accrue de la mort voulue par nos vies modernes et qui plaide pour une cohabitation plus apaisée entre ces deux mondes, pour une sorte de réconciliation. Certainement que sa fonction de rabbin, quoique laïque selon elle, y est pour quelque chose. Mais nous reviendrons aux pistes que de sa place, elle interroge et ouvre avec justesse, notamment en ce qui concerne la puissance du récit pour accompagner non seulement ceux qui partent, mais surtout ceux qui restent. Avec la pandémie actuelle, le moins qu'on puisse dire est que la mort a été mise sur la table du salon. En effet, elle a envahi et colonisé nos espaces privés et publics jusqu'à la suffocation. Ici, je reprends à mon compte une question posée par Christiane Lacote d'Estriba dans son dernier livre « Les sons des ténèbres » avec sarcasme. Comment le réel de la mort nous atteint-il? Je rajoute, surtout de nos jours où la mort était jusqu'alors plutôt escamotée, voilée, censée être maîtrisée, euthanasie à l'appui. Autrement dit, et pour être fidèle à la formulation chrétienne, le réel de la mort qui nous attend efface-t-il les dénis profonds que nous en avons? Voilà une question qui peut nous faire travailler. Face à ces dévoilements brutaux du réel, que faisons-nous de ces dénis qui semblent être inhérents à l'être parlant? Freud, dans son texte « Notre relation à la mort », écrit en 1915, c'est-à-dire en pleine Première Guerre mondiale, note qu'une accumulation des cas de mort nous apparaît par-dessous tout une chose effrayante. Pourquoi? Parce que la guerre, comme les pandémies, viennent perturber notre relation à la mort. Il est évident, nous dit Freud, que la guerre balaye nécessairement cette manière conventionnelle de traiter la mort. La mort ne se laisse plus dénier, on est forcé de croire en elle. Si nous avions une tendance à la mettre de côté, à l'exclure des comptes de la vie, maintenant nous ne pouvons plus la passer sous silence, nous avertit-il. Mais peut-être pouvons-nous penser que cette effraction du réel, même si cela peut avoir des conséquences traumatiques, ne peut durer qu'un temps et que le déni se mettra à nouveau en place, ne serait-ce que parce que, nous dira Freud, un peu plus loin dans les textes, rien de pulsionnel en nous ne favorise la croyance en la mort. En effet, nous savons grâce à la métapsychologie freudienne que pour l'inconscient, la mort n'est pas représentable, qu'il ne saurait se représenter notre propre mortalité et que par conséquent, nous n'en voulons rien savoir. Nous nous croyons immortels et que ce déni de la mort a commencé dans des temps immémoriaux et a été désigné par nous comme une convention liée à la civilisation, nous rappelle Freud dans ces mêmes textes. Si on force un peu le trait, on pourrait se demander, alors comment faire entre déni et trauma? Freud conclut ce texte quelque part émouvant en se demandant si au lieu de maintenir les dénis exigés par notre attitude d'homme civilisé, ce qui est selon lui
vivre psychologiquement au-dessus de nos moyens, ne vaudrait-il pas mieux faire à la mort dans la réalité, dans nos pensées, la place qui lui revient et laisser un peu plus se manifester notre attitude inconsciente à l'égard de la mort que nous avons jusqu'à présent si soigneusement réprimée. Il avertit, cela n'est pas un progrès, cela peut être à certains égards même un recul, mais cela présente l'avantage de mieux tenir compte de la vraisemblance et nous rendre la vie de nouveau plus supportable. Supporter la vie reste bien le devoir de tous les vivants. Et si tu veux supporter la vie, organise-toi pour la mort, nous dit-il. Sans doute que cette pandémie actuelle, tout comme les autres épidémies aux guerres du passé, vient nous rappeler d'une façon aiguë ce que nous nous forçons d'oublier à longueur de temps, à savoir que tout au long de notre existence, sans que nous en ayons conscience, la vie et la mort se tiennent continuellement la main et dansent. Pour citer encore une fois Orviller. Oublier cela, c'est vivre au-dessus de nos moyens, c'est porter atteinte à la vie elle-même. Est-ce que dénier cela à outrance ne peut se payer qu'au prix du traumatisme? Mais si nous pouvons penser que l'effroi face à la mort change peu au long de l'histoire de l'humanité, certainement que les formes du déni peuvent varier, différer. Nous vivons dans un monde où l'appel au Dieu s'avère plus incertain et où les croyances se déplacent, laissant la part belle au vœu d'une maîtrise du réel par les discours scientifiques et technicistes. Est-ce que cette tentative de maîtrise qui vient participer ainsi du déni moderne de la mort, avec ses promesses de longévité et de jeunesse, ne viendrait in fine nous exposer davantage à l'effroi quand la mort fait effraction au niveau privé comme au niveau collectif? On aurait à examiner en détail les formes de déni modernes de la mort, mais il suffit d'en dégager une pour en prendre la mesure. Les complotismes, par exemple, et tout ce qui se déploie sur Internet comme déni de la pandémie et de la mort en masse qui en découle. Cela dit long aussi du narcissisme triomphant de l'homme moderne et connecté, de sa croyance de faire partir d'un club d'élus qui seul connaîtrait la vérité vraie, en dépit de la réalité et de la raison, d'un club d'élus gagnant simplement la mort, prétend pouvoir échapper à ce qui est notre sort commun. Ainsi va notre rapport à la mort, notre rapport à la vie. Mais y aurait-il quelque chose que cette pandémie viendrait révéler de plus précis quant à notre rapport à la mort? À quoi avons-nous assisté pendant la phase aiguë de la pandémie? Comment la mort a-t-elle été traitée? Il y a quelque chose qui m'a frappée, je ne sais pas si ça a été pareil pour vous, mais en tout cas c'est quelque chose qui vraiment m'a interpellée. C'est le traitement de la mort par l'image et par les chiffres. La mort, les corps morts inondaient nos écrans. Françoise va y revenir à partir d'une clinique fine et détaillée. La mort fait image, chiffre, apparaît comme massifiée, comme abstraite, déshumanisée. Trop d'images, trop de chiffres qui venaient tout obturer jusqu'à l'imaginaire lui-même. Je cite encore une fois Christiane. L'affluence contemporaine d'images de toutes sortes qui nous assaillent tue l'imaginaire. Il faut distinguer en effet les images de la fonction de l'imaginaire. En tuant l'imaginaire, c'est-à-dire ce qui peut présenter toute une gerbe des possibles, on tue ce qui, dans un premier temps, pourrait construire l'altérité. Et en effet, on était collé à ces images, sans recours, sans récit singulier. Tout était compact, massif, sans place pour l'altérité, d'où la suffocation.
Mais la pandémie n'est pas venue seulement bouleverser notre rapport à la mort, elle est venue aussi bouleverser la façon dont nous traitons nos morts. Les rites funéraires, la sépulture et aussi l'accompagnement du deuil. Mais ces bouleversements, qu'on veuille ou pas, on obéit à une ligne de fracture déjà esquissée. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. L'impossibilité d'accomplir les rites funéraires, d'accompagner nos proches dans l'imminence de la mort, l'impossibilité d'une sépulture autre que la fosse commune, comme dans certaines villes du Brésil, ont réduit les cadavres au statut de déchets, d'objets polluants dont il fallait se débarrasser au plus vite et de préférence sans témoin, pour des raisons sanitaires bien sûr, mais qui mettaient en acte une déshumanisation de la mort. Ici, on n'est plus dans la mort du cimetière, mais davantage dans quelque chose que certains ont appelé la mort de la mort. Les cadavres s'accumulent en série, sans sépulture, sans lieu, sans récit, sans veillée, ni rite qui les accompagne, sans nom inscriptif nulle part, comme si la fonction symbolique de la sépulture pouvait être ainsi mise en suspens, sans qu'on prenne le temps de prévoir les effets délétères, sans qu'on prenne le temps d'y penser. Rappelons-nous ici d'Antigone, de son désarroi devant le corps mort de son frère, à qui le roi de Thèbes refusait le droit à la sépulture. Rappelons-nous de la tragédie qui s'ensuit au niveau subjectif pour elle et sa famille, mais aussi au niveau collectif. Rappelons-nous ce que cette unique poignée de terre pourrait sauver de l'humanité de Polynice, ce qu'elle pouvait recouvrir de ces réels de la mort et ainsi produire une articulation symbolique seule capable de mettre à distance la charogne. Qu'est-ce qui peut venir humaniser un cadavre? Une poignée de terre ou un cri, comme évoque Marcel Tchermak dans son livre d'entretien avec Hélène Leuillet, Traverser la folie. C'est un cri en tout cas qui vient faire fonction de rite funéraire pour les réfugiés en marche de l'Érythrée. Je cite Marcel. Au moment où quelqu'un mourait, les gens criaient. Les cris avaient été lancés et on savait où. Les défunts étaient certes abandonnés et vaguement enterrés au bord du chemin, là où ils étaient tombés, mais on savait où. Et les cris avaient été jetés et lancés. Ce n'était pas la pelletée de terre, mais c'était un cri. On était en règle avec les symboliques. On avait signé l'acte de décès. J'ai parlé tout à l'heure des lignes de fracture qui étaient déjà là et que le Covid ne fait que dévoiler. Pourquoi? Nous pourrions interroger ici l'essor des migrants morts dans la traversée vers l'Europe et qui transforment la mer Méditerranée dans une immense cimetière sans sépulture, sans que personne s'en soucie. Des sous-hommes qui ne mériteraient aucun rite funéraire, quel qu'il soit, ne serait-ce qu'un cri. Je pourrais évoquer ici aussi une autre phrase de Marcel Tchermak dans ce même livre qui m'a beaucoup marqué. Il affirme, lui, on n'apporte pas une réponse politique à une absence de sépulture. Alors la réponse serait de quel ordre? Je laisse ici ces questions ouvertes. Nous pourrons interroger aussi la pratique de plus en plus fréquente de la crémation et la dispersion des cendres qui fragilise la fonction de la sépulture comme lieu et comme possibilité d'inscription d'une dernière demeure de celui qui est parti. Du coup, on ne sait pas où. Les morts disparaissent sans laisser de traces. Serions-nous dans une société de la disparition? Autre question douloureuse, sans doute encore plus marquée après la Deuxième Guerre mondiale. Comment traiter ces morts sans corps, sans nom, sans sépulture, effacés, engloutis? Cette question fait partie de l'œuvre de l'artiste brésilienne Rosângela Renault, photographe,
mais qui travaille uniquement à partir des archives photographiques. Elle a décidé de plus prendre de photos. C'est une façon pour elle de critiquer l'excès d'images qui assole notre société contemporaine. Alors, pour son œuvre qui s'appelle Immemorial, elle fouille dans les archives de la compagnie qui a construit Brasilia, la capitale du Brésil, et raconte à sa manière les massacres des dizaines d'ouvriers qui sont morts dans la construction de la nouvelle capitale et ont été enfouis dans les décombres de la ville. Morts donc sans rituel funéraire, sans sépulture. De ces archives, Rosângela Renaud exhume 40 photographies des cartes d'identité d'ouvriers. Je voulais vous montrer les images, mais je ne suis pas assez maligne pour faire le partage d'écran, je m'excuse. Donc, elle exhume ces 40 photographies et parmi ces photographies figurent aussi des images des enfants. Et ces photographies sont installées en ligne sur 2 niveaux accrochés au mur et à terre. Et les images semblent érigées à la manière des pierres tombales dans un cimetière militaire. Cela nous fait aussi penser à la manière dont sont disposés les cercueils des victimes anonymes lors des grandes catastrophes naturelles ou lors de la pandémie du Covid récemment. Nous pouvons penser que l'image viendrait ici faire fonction de stèle funéraire, fonction de sépulture, pour ceux qui n'ont pas eu droit à aucun rite dans une société marquée aussi dans son histoire par les silences et la disparition. L'artiste semble nous dire avec ces images que ces morts ne trouveront d'apaisement que lorsqu'on leur redonnera une place digne. Quel est le pouvoir symbolique de l'image? Comment peut-elle traiter le réel en jeu? Cette question que le travail de Rosângela Renaud pose indubitablement refait surface avec force pendant la pandémie. Comment parer à l'absence de funérailles? Comment laisser partir nos morts sans les voir une dernière fois, sans leur accorder aucun rite? On a dû inventer quelque chose avec les moyens du bord. On a inventé des obsèques quasiment virtuels, comme les professionnels d'une funéraire de Lyon témoignent. On a vu un nouveau phénomène, celui de réaliser des vidéos des instants de recueillement. Les familles, grâce à WhatsApp, Zoom ou autres, se sont mises à le faire. Et puis nous-mêmes, on s'est équipés. Et puis, pour ne citer que la paroisse d'à côté, ils se sont équipés aussi. Le numérique est rentré dans les funéraires de manière inopinée et ça rend beaucoup de services, je pense, nous dit-il. Il a sûrement raison, mais le procédé là encore n'était pas nouveau, il était déjà là, il a dû s'y généraliser pour faire face à notre dénuement. Reste à savoir avec quelle efficacité et avec quelles conséquences. Car si la mort a frappé à notre porte avec insistance, si le déni habituel s'est trouvé quelque peu ébranlé, si les traitements de nos morts a été bouleversé, comment la question du deuil se pose-t-elle alors? Quels moyens subjectifs trouvons-nous pour y faire face? Si les rites, la sépulture, ce qui relève du symbolique sont mis à mal, comment faisons-nous aujourd'hui? Avec quels appuis? Avant de déplier davantage cette question, je voulais attirer votre attention sur le fait que le deuil individuel dans cette pandémie est d'autant plus difficile, d'autant plus mis en difficulté que la question d'un deuil collectif ne semble pas se poser, en France en tout cas. Je trouvais que c'était intéressant ça. Nous savons tous l'importance lors des attentats terroristes des cérémonies qui ont permis l'expression d'un deuil collectif pour pincer les plaies et retisser la solidarité nationale menacée par cette vague meurtrière. Rien de semblable en ce qui concerne les victimes du Covid. Pas de cérémonie officielle, républicaine ou religieuse pour déplorer le nombre de morts. Pourquoi?
Vous allez me dire, ce n'est pas la même chose, ce que j'en conviens, mais quand même, il y a là une question. Pourquoi il n'y a pas eu quelque chose qui pourrait rappeler un deuil collectif? Et là-dessus, il y a quelque chose de particulier qui se passe au Brésil, parce que sur les plages de Rio, sur les lieux touristiques à Bahia par exemple, se dressent des croix en nombre significatif pour rappeler et pour protester contre le nombre de morts et la gestion gouvernementale désastreuse de la pandémie. Ce serait une façon de mettre à nouveau les morts dans l'espace des vivants, de dire qu'on ne passe pas sous silence les 600 000 morts de la pandémie du Brésil. Ce serait une façon de rendre un hommage public à cette mort sans sépulture, anonyme, dont va nous parler aussi Monica avec plus de complexité. Donc, vous voyez ici que les réponses ne sont pas les mêmes et qu'elles varient selon la culture, les contextes sociaux, voire politiques. Mais revenons au travail des deuils, notion introduite par Freud, comme vous savez, dans Deuil et mélancolie, texte qui est écrit lui aussi en 1915, en pleine guerre, pour mieux apprécier ce que cette pandémie vient, à mon avis, révéler à la fois des difficultés et des moyens dont les sujets modernes disposent pour faire face au deuil et à la perte. Je cite Freud. En quoi consiste donc le travail que le deuil accomplit? Je crois qu'il n'est pas excessif de le décrire comme suit. L'épreuve de la réalité a montré que l'objet aimé n'existe plus, et elle somme alors l'endeuillé de soustraire toute sa libido de ses attachements à cet objet. Freud remarque que contre cette épreuve de réalité s'élève une résistance naturelle, car personne n'abandonne facilement une position libidinale et que cette résistance peut aller jusqu'à un détournement de la réalité avec un accrochage à l'objet par une psychose hallucinatoire des désirs. Mais nous dit-il encore, normalement, le respect de la réalité finit par triompher. Freud s'attarde ensuite à décrire les étapes de ce travail de deuil. Ce travail ne peut pas être accompli sur le champ et demande une grande dépense de temps et d'énergie d'investissement. Chacun des souvenirs, dit Freud, et des espoirs qu'il y ait la libido à l'objet est repris et surinvesti jusqu'à ce que la libido se détache de lui. Il s'agit de défaire, de dénouer les liens libidineux, c'est pas mal, les libidinaux à l'objet un à un. Et ce n'est qu'au bout de ce long travail de désinvestissement de l'objet disparu qui permet de ramener la libido au moi, que le sujet sera à nouveau capable de désirer un autre objet. Autre aspect important du travail de deuil mis en exergue par Freud concerne, comme vous savez, l'introjection de l'objet perdu, qui va constituer le creuset des identifications du moi développé quelques années plus tard dans un texte de 1921, Psychologie des masses et l'analyse du moi. Je m'arrête là dans ces rappels très rapides, trop rapides, du travail du deuil selon Freud, pour attirer notre attention à partir de quelques vignettes cliniques qui, pour certaines, ne concernent pas la pandémie, sur la difficulté de la mise en place du deuil et de son travail pour le sujet moderne, mais aussi sur les nouveaux moyens trouvés pour y parer, comme je disais à l'instant. Partons de la définition de Freud et l'importance qu'il donne à l'épreuve de la réalité. Nous pouvons légitimement, je crois, nous demander dans quelle mesure cette épreuve de la réalité requise pour la mise en route du travail de deuil se trouve mise à mal dans une société où la disparition ou l'élimination des morts paraît prendre le dessus. Plus précisément, pandémie ou pas, dans quelle mesure l'appauvrissement des rites, l'absence de sépulture, l'absence de lieux, y compris d'inscription, vient impacter la mise en place de cette épreuve de la réalité de la perte. Dans quelle mesure cette épreuve de réalité qui se trouve ainsi émoussée
ne vient pas prolonger cette phase du deuil qui consiste à dire « je sais, mais je ne réalise pas ». Ainsi, un patient qui assistait aux funérailles d'un proche par WhatsApp vient poser la question « Comment penser qu'il est mort sans enterrement ? Ça devient trop abstrait. L'image peut rendre des services, mais peut aussi ne pas suffire pour inscrire l'épreuve de la réalité et retarder, voire empêcher, la mise en place du travail de deuil. Pour d'autres patients, il faut un autre type d'image, issue d'un travail sublimatoire, par exemple, pour tenter d'inscrire quelque chose, voire quelque chose du temps qui sépare la vie de la mort. L'image retravaillée par les souvenirs apparaît alors comme un récit dans une autre fonction de l'image que celle perçue dans les téléphones portables. Ouverture d'un travail de deuil possible dans ce cas-là. D'autre part, nous savons qu'aujourd'hui, le temps vieillit vite, comme dirait Antonio Tabucchi, et que le temps du deuil aussi n'a plus le temps de vieillir, de s'inscrire, de faire dans les détails tout le travail décrit par Freud. Comme notait Christiane Lacôte, le deuil de nos jours, il faut le faire et vite. On n'a plus le temps du recueillement, du détachement du monde. Il faut vite retourner à la frénésie de la jouissance de la vie, dans une généralisation de ce qu'avant on appelait une manie de deuil, mais qui de nos jours ne garde plus son nom. Que devient alors l'introjection de l'objet comme étant une des étapes du deuil, voire son mécanisme foncier? Je me suis laissée interroger sur le fait que dans des périodes de deuil ou dans l'impossibilité d'inscrire un, certains patients décident de se faire tatouer. Telle une jeune patiente qui, face à l'impossibilité de commencer un travail de deuil, veut se faire tatouer une fleur qui correspond au prénom de la personne disparue en me disant « comme ça, je serai toujours près d'elle, avec elle ». Dans un autre cas, c'est un tatouage représentatif fait bien des années après la mort de l'être aimé qui va permettre la visite du lieu de dispersion des cendres, qui va rendre possible la mise en place d'un moment de recueillement jamais fait auparavant. Pourquoi le corps est ainsi convoqué dans ce travail de deuil? Est-ce qu'il faut inscrire sous le réel du corps ce qui ne trouve pas d'inscription ailleurs? Les tatouages, pour certains, peut être une étape nécessaire, un recours, un appui. De quoi s'agit-il dans cette mise en jeu du corps comme lieu d'inscription? Cette inscription sur la peau, plutôt marque indélébile, peut faire office d'introjection de l'objet perdu. Elle en serait une nouvelle forme? Aurait-elle les mêmes conséquences quant à l'inscription d'une perte? Si la trace de l'objet perdu se marque sur la peau de façon définitive, quelle appropriation symbolique permet-elle? Les tatouages, cette marque, ces marquages, viendraient plutôt intégrer l'image du corps de celui qui le porte, la récomposer avec cette nouvelle donne. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, le travail de deuil viendrait s'appuyer davantage sur l'image et sur le corps. C'est qu'on mord dans un des registres répond dans les deux autres. Quand je parle des registres, je parle évidemment de réel symbolique imaginaire. Cela viendrait in fine interroger la fonction de l'incorporation symbolique et ses destins pour les sujets modernes. D'autre part, et cela sera ma dernière remarque, nous savons avec Lacan que le deuil est au centre de notre relation à l'objet marqué par une perte inaugurale. Le modèle de tout objet est en effet celui qui a radicalement manqué et qui aura par là même fait advenir le sujet comme le sujet d'amour qu'un sujet désirant. Or, comment faire avec les deuils si le sujet moderne veut de moins en moins consentir à cette perte inaugurale, si aujourd'hui la relation à l'objet promu est celle à un objet positivé? Si nous pouvons penser que notre subjectivité en est touchée, si notre économie de la jouissance en est tributaire, si notre rapport à la vie est modifié, comment penser que notre rapport à la mort et à nos morts pourrait ne pas être impacté?
Peut-être que la pandémie actuelle, dans ce qu'elle nous dévoile, nous permet de commencer à y réfléchir. Puissent les questions posées ici et celles à venir nous permettre de mieux nommer ce qui nous traverse et nous éviter ainsi de nous joindre tête baissée à Aragon quand il déclare dans son poème intitulé « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens. Voilà ce que je voulais amener ce soir. Et je vous propose de passer la parole d'abord à Monica Magalhães et ensuite à François Tchekar qui vont faire part de leurs réflexions et on ouvrira la discussion par la suite. Donc, Monica, c'est à vous. Mônica, seu microfone não está. Oui, oui, excuse-moi. Bonjour à tous. Angela, merci pour votre texte. C'est un texte qui nous met en face à ces réels, à ces questions douloureuses, mais qui me semble sont aussi la marque de notre humanité. Comme vous disiez, pour supporter la vie, reste à nous traverser la mort. Ce sont des questions de vie et de mort que vous mettez sur la table. Alors, cette invitation et la possibilité de présenter mes réflexions, et je vous remercie, Angela, ce sera une occasion pour répondre une question qu'en fait, je commence à peine à développer. Une question qui m'est venue à l'esprit à partir du croisement de trois situations. Le destin du corps mort dans la pandémie, l'interrogation sur ce que les corps vivent au Brésil et également une situation clinique. Ce n'est pas sans étonnement que je vis qu'il était possible au Brésil un certain mode de traitement des corps morts pendant la pandémie. Les enterrements en masse, parfois dans des fosses communes, l'absence de rituels funéraires. À cela s'articulait le fait que dans un pays comme le nôtre, le corps vivant n'est pas un détail, n'est pas un adjuvant. Au contraire, il occupe très souvent les devants de la scène. À cela s'ajoutait la conduite d'une situation clinique. Une jeune femme qui a une vie sexuelle très libre et active, une vie dont elle est fière car elle est vivante, riche, intéressante, une vie fertile selon ses mots, car je deviens une meilleure personne, dit-elle. Elle a des partenaires fixes dans des rapports durables qui se maintiennent pourtant grâce à un accord, un contrat, selon lequel les relations doivent être ouvertes, c'est-à-dire qu'ils s'autorisent mutuellement à avoir des relations libres avec d'autres partenaires. À un moment donné, elle décide d'avoir un enfant et cela devient un élément central de sa vie. Cependant, sans aucun problème organique qui pourrait justifier, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Sa vie sexuelle étant fertile, selon elle, il y a pourtant une infertilité qui se manifeste dans les corps et qui apparaît aussi dans une vie relationnelle et professionnelle assez appauvrie. Il y a plusieurs questions en jeu ici, mais c'est à ce moment-là, en faisant les croisements de ces situations, que je me suis demandé quel est le rapport entre les lieux de la mort au Brésil et les traitements réservés aux corps morts aujourd'hui dans la pandémie, mais également à travers l'histoire, et ces corps vifs. Qu'est-ce qu'un corps fertile? Ces mots féconds m'est venu à l'esprit à partir d'un texte de Charles Bellman dans les séminaires pour introduire la psychanalyse aujourd'hui. Il dit que dans les sociétés postcoloniales, et il cite le Brésil, plus précisément Minas Gerais où je vis. Il dit qu'ici, les trous ont fait l'exploration minière, ont laissé des trous comme des cicatrices, des trous stériles, avec quoi rien à faire. Et c'est pourquoi je me suis demandé, qu'est-ce qui pourrait venir fertiliser un trou?
qu'est-ce qui pourrait fertiliser un corps? Au Brésil, l'élimination du corps mort, sans aucun rituel funéraire, n'est pas un événement isolé qui découle d'un moment de pandémie. Il faut dire que c'est une pratique non officielle, bien entendu, mais dans une certaine mesure habituelle, qui se répète dans notre histoire. En même temps, cette place des protagonistes du corps vif, que ce soit sur les plages, dans la quête des procédures esthétiques qui prolifèrent, la fréquentation des salles de sport, la présence sur les projecteurs dans les carnavals, dans d'autres manifestations culturelles et dans les rituels religieux témoignent de ces protagonistes. Les corps produits dans les clubs de sport, les corps musclés, sont ici appelés sarados. Ce même mot peut être utilisé pour parler d'une maladie ou d'une blessure qui a été guérie. Sarados, guéris de quoi? Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais au Brésil, les salles de sport ont les murs couverts de miroirs. Cette image idolâtrée du corps, ces images réfléchies, ces corps reflétés dans des images, s'offrir au regard. Disait-il quelque chose sur les registres dans lesquels ce corps est vécu? Selon les données de l'Institut brésilien de géographie statistique, nous avons ici encore aujourd'hui 3 millions de personnes qui n'ont pas d'acte de naissance. Ce document est légalement appelé registre fondateur. Un grand nombre de ces personnes, dans les témoignages dans un livre récemment publié, parlent de leur non-existence. Dans l'un des cas rapportés, une dame qui jusqu'alors n'avait pas son registre, étant en situation de maladie terminale, dit que ce document est de l'or, mieux que de gagner au loto. Quand je mourrai, j'aurai mon nom sur ma tombe. Les personnes qui ne possèdent pas ces documents fondateurs sont légalement dites non lisibles. On ne les compte pas. Pour être compté, il faut avoir un nom. Donc, ici, il peut y avoir une naissance qui n'est pas enregistrée et un décès qui n'est pas nommé. Les corps vivants sont-ils immunisés contre ces marques? Y aurait-il une incongruité entre ces deux destins, ces deux façons apparemment antagoniques de traiter les corps vifs et les corps morts? Ou bien s'agit-il de deux manifestations, des effets distincts ont la même origine dans un certain mode d'organisation du discours, du lien social qui nous organise en déterminant la place et la fonction du corps vivant et mort? Lacan dit dans Radiophonie, je cite, « Par quoi s'avère que du corps, il est second qu'il soit mort ou vif. Dans la sépulture, les corps morts y gardent ce qui aux vivants donnait le caractère, corps, corpse, reste. Ne devient Charon les corps qu'habitaient les paroles que le langage corpsifiait. » Cette phrase produit un impact car elle donne au corps, mort ou vif, son caractère unique et précis. Selon ma compréhension, il s'agit de ce que du langage, il témoigne et affirme, la sépulture étant le lieu où s'affirme l'humain de l'espèce. Entre habiter le langage ou être habité par lui, quelle est la différence? Quelles sont les conséquences? C'est dans ces différences que c'est pourrait venir féconder un corps, pas du point de vue de la reproduction, peut-être aussi, mais plutôt celui d'une production. Production, fabrication d'un corps, comme on dit ici, faire corps. Coordination, corps institutionnel, et le corps même où vient se loger un sujet. Les corps, on le sait, n'est pas naturel. Que les corps soient plutôt, comme le dit Lacan, quelque chose de forgé par les symboliques, à la manière dont les lois du langage ont été et sont appliquées, organisées dans un discours de notre culture,
Voilà ce qui nous interroge sur les corps qui s'y constituent. Peut-être un corps made in Brazil. Un corps qui est marqué et qui subit peut-être les conséquences de cela, qui n'est pas sans rapport, me semble-t-il, à la fragilité de l'instance paternelle qui nous constitue, celle qui donnerait à la perte de l'objet son contour et sa validation symbolique. Le corps symbolique, qui est le premier, fait le second, qui s'y incorpore, de Lacan de radiophonie. En même temps qu'il y a dans le symbolique une fonction qu'il dit incorporelle. Incorporée au corps, c'est de cette fonction qu'il dépend. C'est elle qui marque la manière dont le symbolique a affaire au corps. Cette fonction, je pense que nous pouvons l'approcher à la fonction de la perte de cet objet A qui, ayant été perdu, il faut toujours qu'il soit extrait. Charles Memon disait récemment que dans le deuil, la perte de l'objet chéri est la condition plutôt joyeuse de notre accès à la vie et entame avec lui un dialogue qui le perpétue pour l'éternité. Pour Freud et Lacan, dans le séminaire L'Angoisse, le sujet du deuil a affaire à une tâche qui serait en quelque sorte de consommer une seconde fois la perte provoquée par l'accident du destin des objets aimés. Lacan, sans être en désaccord avec Freud, y fait une remarque et interroge. Est-ce que le travail du deuil ne nous apparaît pas dans l'éclairage à la fois identique et contraire, comme le travail qui est fait pour maintenir, pour soutenir tous ces liens de détail? C'est ces liens qu'il s'agit de restaurer avec l'objet fondamental, l'objet masqué, l'objet A, véritable objet de la relation auquel, dans la suite, un substitut pourra être donné qui n'aura pas, en fin de compte, plus de portée que celui qui, d'abord, en a occupé la place. Mais il attire l'attention sur une distinction importante à faire ici entre A et I de petit a. Le problème du deuil, dit-il, est celui du maintien de quoi? Des liens par où le désir est suspendu, non pas à l'objet A, au niveau quatrième, le niveau scopique, mais à I de petit a, par quoi tout amour, en tant que ce terme implique la dimension idéalisée que je dis, est narcissiquement structurée. Donc maintenant, ma question passe par là. Dans un pays où il y a une prégnance de l'image du corps comme image peut-être, mon hypothèse est qu'ici, cette fonction du corps installera le sujet dans une manière particulière de se rapporter à l'image spéculaire, au narcissisme secondaire, dans la relation avec I de petit a. Cela poserait pour les sujets et pour un analyste des questions et des difficultés particulières concernant les rapports au désir, la fécondité du désir qui est suspendue au A dans les registres de la castration. Si le travail de deuil actualise, consomme pour la seconde fois la perte de l'objet aimé, si on suit Lacan, je pense, le deuil ne sera-t-il pas l'occasion d'une opération où se donnerait la possibilité d'actualiser la structure même du langage? De quoi sommes-nous privés quand le travail de deuil n'est pas de place? Au Brésil, cette possibilité réelle de ne pas avoir à reconnaître, affirmer et nommer la mort ne nous mettrait-elle pas devant la possibilité d'une dégradation dans laquelle la vie elle-même pourrait s'enterrer? Voilà, ce sont mes questions, les questions qui me traversent. Merci. Je ne t'écoute, Angela. Non, je disais merci d'abord, Monique.
Et puis, j'ai proposé qu'on passe la parole à Françoise Cheka pour qu'elle fasse état du troisième volet des réflexions de ce soir. Françoise, c'est à toi. Vous m'entendez là comme ça? Oui. Très bien. Donc les questions de ce cartel et celles d'Angela pour ce soir sont venues résonner avec les miennes après une expérience clinique qui devrait dire m'est tombée dessus pendant cette pandémie. Et en discutant avec Angela lors du séminaire d'été, elle m'a donc proposé de vous en faire part. Et bon, elle dit qu'on est venu à sa rescousse, mais c'était une belle rescousse pour moi aussi parce qu'il était un peu urgent que j'en fasse quelque chose de cette expérience clinique. Je travaille à Grenoble où j'ai un cabinet, mais aussi 10 heures par semaine dans une clinique chirurgicale. C'est un poste qui est normalement dédié à l'oncologie. J'ai une clinique un peu plus variée sur différentes, pas mal de cardiologie et autres, au gré des demandes des patients, des équipes soignantes ou des médecins. C'est un travail qui engage un transfert assez particulier puisque la rencontre se fait au lit des patients sur leur temps d'hospitalisation et donc avec une présence du corps et d'un corps souvent souffrant massive. Certains d'entre eux poursuivent ce travail à mon cabinet ou me recontactent des mois, des années plus tard, parfois pour d'autres motifs que la maladie qui m'avait fait les rencontrer. Pour de nombreux autres, je ne les revois jamais. La question de la mort est très présente. La mort évitée, la mort évoquée par la gravité du diagnostic, la mort à la clinique, où l'on me sollicite aussi pour accompagner famille et patients. Puis, le Covid a débarqué. Nous avons un service de réanimation et un service de soins intensifs. Dans l'année, les lits de réa se sont multipliés par 2. Les patients atteints par le virus les ont rapidement remplis et au plus fort de la vague, ils ont aussi rempli tout mon temps. Une expression, et je ne sais pas comment il faudrait dire, m'est venue à l'esprit ou alors m'a accompagnée, mais ce n'était pas un compagnonnage très agréable ni souhaité. Et cette expression, c'était tutoyer la mort. Elle sonnait comme une alerte, une mise en garde me concernant, mais concernant aussi les patients qui se réveillaient d'une longue réanimation. 45 jours parfois d'intubation. Les soignants, elle concernait aussi les soignants qui devaient affronter ces soins très spécifiques, jour après jour, avec un pourcentage de décès bien au-delà des 50% des lits du service. Elle concernait aussi les familles qui se relayaient quand les visites ont été autorisées, affrontant le corps d'un proche qui n'avait plus grand-chose à voir avec celui qu'ils avaient laissé à la clinique quelques semaines plus tôt. Il les accompagnait jusqu'au décès ou jusqu'à la reprise de la vie, avec les hauts et les bas imprévisibles et brutals qui caractérisent particulièrement ce virus. Comme si la mort et la vie se jouaient rapidement, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, coup de dé, déroutant le savoir médical. J'ai réalisé en me proposant de partager cette expérience avec vous que tutoyer la mort résonnait avec une expression que l'on utilisait très souvent dans le milieu équestre, que j'ai beaucoup pratiquée à une certaine période de ma vie. On disait d'un cheval que l'on formait au saut d'obstacle qu'il tutoyait les barres. C'était un défaut, bien sûr, parce qu'à trop les tutoyer, il finissait par les toucher et les faire tomber. Nous utilisions donc différents stratagèmes pour leur enseigner la peur de ces barres, pour qu'ils les survolent sans les toucher. Alors, tutoyer la mort, quel en serait le risque? La mort à franchir pour saisir l'objet? On sait bien l'accointance de la mort et du désir. Saisir l'objet, enfin, oui, une bonne et seule fois pour toutes. N'est-ce pas aussi une raison d'éloigner la mort le plus possible, comme le disait Angela, de l'espace des vivants? Les patients qui échappent à un infarctus me le racontent souvent, comment ils ont découvert au moment du choc électrique, parfois plusieurs chocs, leur désir soudain de ne pas revenir à la vie. Et c'est bien ce qui les angoisse généralement. Tutoyer la barre, bien sûr, ne peut pas manquer de nous faire dresser nos oreilles d'analyse. Je me suis interrogée sur cette situation qui me touchait beaucoup, chacun à notre manière dans ce service,
où finalement nous étions habitués à la confrontation à la mort. Eux, de par leur spécialité de travail en réanimation, et moi, parce que ce poste m'avait, on pourrait dire, habitué à parler de la mort souvent, crûment, légèrement parfois, sans la pudeur habituelle avec les équipes soignantes, mais surtout avec les patients qui ne pouvaient aborder la question aussi directement avec leurs proches ou avec les proches qui n'arrivaient pas à aborder cette question avec le patient. Bien sûr, le nombre de décès était largement supérieur à la norme habituelle du service. Mais n'y avait-il pas autre chose qui nous sautait à la figure? La vision, lorsque l'on rentrait dans le service de réanimation, était digne d'un film de science-fiction. Dans chaque chambre vitrée, un corps sur le dos ou sur le ventre, un corps intubé, perfusé, sondé, un corps inerte, puisque les patients étaient plongés dans un coma artificiel. Tutoyer la barre, oui. Ces corps semblaient sans sujet, vidés du sujet, des corps hors sujet. Leur présence massive en devenait paradoxalement obscène. Présence massive de ces corps dans un monde qui s'était décorporéisé. En ces temps de confinement, un monde sans contact et des rencontres virtuelles. C'était une présence massive dans ce service de ces corps qui nous embarrassait. Comme ceux des morts d'ailleurs qui attendaient leur sépulture qui inondaient nos écrans, comme nous le rappelait Angela. Embarras, imbarricare, le sujet revêtu de sa barre, dit Lacan dans l'angoisse. Embarras, quand il ne sait plus derrière quoi se remparer. À la lumière de ce qui vient de nous être dit, on pourrait dire, quand le symbolique, mal ficelé au réel et à l'imaginaire, ne fait plus rempart. Cette question s'est dépliée aussi pour les patients qui ont survécu au virus et à la lourdeur d'une réanimation aussi longue. Les désintubés étaient une entreprise délicate. Plusieurs essais de réveil avaient souvent lieu, des retours en arrière parfois, et une trachéotomie transitoire était toujours nécessaire. Chacun guettait ensuite les éventuelles séquelles neurologiques de la réanimation, tout autant que les dégâts pulmonaires et autres dus au virus. Ils se réveillaient dans un corps quasi inutile et douloureux, qui dans un premier temps ne leur permettait même pas de tendre la main vers un verre d'eau. Un corps qui n'était plus celui qu'ils habitaient 2 mois auparavant. Au début de la pandémie, les visites étaient interdites. Retrouver un membre de sa famille dans le décor, c'est le cas de le dire, impressionnant de la réanimation et avec un tel changement dans l'apparence et les capacités physiques de celui-ci, était pour certains tout à fait impossible sans accompagnement. Revenir sur la scène du monde ne s'est pas posé de la même façon pour tous, mais pour tous, s'abordait rapidement cette période qu'ils venaient de traverser quelques jours à plusieurs semaines, dont ils n'avaient aucun souvenir. Que faire de ce trou réel, inscrit pourtant dans le corps, par les séquelles qu'il y laisse et par 2 traces caractéristiques qui m'a fait reconnaître il n'y a pas longtemps une femme qui revenait bien des mois plus tard, bien très longtemps après son passage en réanimation pour toute autre chose. Les patients avaient tous une plaie au-dessus de l'arcade sourcilière et une au menton, souvenir de leur décubitus ventral, plaie qui, j'ai pu le constater, leur laisse donc une cicatrice, une marque dans le corps. Pour ma part, il m'avait fallu passer par une écriture poétique lors d'un atelier écriture auquel je participe, poétiser cet espace et ces corps en traitement pour pouvoir continuer de travailler, de garder mes capacités d'invention dans ce drôle d'endroit pour un psychanalyste. Et puis, un patient, comme souvent, il me semble, m'a donné un coup de pouce. Comme tous les autres, il n'avait aucun souvenir des 50 jours passés à faire, comme nous le disions entre soignants pour nous alléger un peu, passer à faire la crêpe en réa. Mais voilà, il avait un rêve. J'étais dans mon garage, me dit-il. On m'avait volé ma voiture et mon portefeuille. Mais surtout, je me demande bien avec quel argent ma femme a acheté 3 maisons et si le général de Gaulle vit toujours dans l'une d'elles. Tout ceci avec son essoufflement et à travers la canule parlante de sa trachéo. Mon soulagement a été à la mesure de mon éclat de rire. Élémentaire, bien sûr. Où chercher le sujet, si ce n'est dans les formations de l'inconscient?
Grâce à lui, l'habituelle question se formulait maintenant. Pas de souvenir, même pas un rêve? J'ai eu de nombreuses réponses positives avec un point commun pour tous. Ils ne me racontaient pas leurs rêves de la même façon que mes patients au cabinet. Leurs rêves avaient consistance de réalité, une sorte de vécu que j'ai vite appris à ne pas remettre en question, car c'était peut-être leur invention pour revenir de ce trou temporel, de ce lieu innommable, irreprésentable, pour revenir d'entre les morts. D'ailleurs, beaucoup de rêves avaient trait à cette question, comme me le racontait un autre patient. J'ai vu mon père, son père décédé. Il était derrière une ligne, de l'autre côté, et il m'a dit « Ne la franchis pas, ce n'est pas ta place, reste de ce côté. » Alors, je me suis réveillée dans ce lit. J'ai vu ce patient 2 fois par semaine pendant toute la durée de son séjour avant qu'il n'aille en rééducation. Et toutes nos rencontres, c'est-à-dire quand même des dizaines de fois, commençaient inlassablement par cette phrase, dit en pleurant, « J'ai failli mourir ». Puis suivait le récit de la rencontre avec son père. Il pouvait ensuite seulement me parler de sa vie, de son histoire. Un jour, quand je suis rentrée dans sa chambre, il m'a dit avec un grand sourire en me tendant son portable, « Regardez, c'est moi à 20 ans. » Il en avait une quarantaine. J'étais beau gosse, non? Plus d'au-delà à partir de cette séance. Plus d'au-delà où rencontrer le père mort. Cet homme d'origine italienne, soucieux de son image, décidé à ne pas reprendre les 20 kilos perdus dans l'aventure, avait, pourrait-on dire, libidinalisé à nouveau son corps, prenant malicieusement à témoin mon regard féminin, lui qui saluait toujours mon arrivée par un « Tiens, voilà ma psy ». En entendant Angela, m'est venu un lien avec ses passions tatouées après un deuil. Je me disais, Angela, que c'est peut-être seulement en te parlant de ce tatouage, que cette marque imaginaire, imaginarisée de l'objet perdu, inscrite réellement sur le corps, que le fait d'en parler crochetait le symbolique, tirait sur le rond du symbolique. Je ne sais pas comment on pourrait l'écrire, je pense que ça vaudrait le coup de tenter des écritures aussi. Inscrivant ainsi, effectivement, d'une nouvelle manière, l'incorporation symbolique. Mais du coup, posons la question de l'importance d'une présence incarnée d'un autre pour que cette opération puisse se faire, et peut-être d'une présence qui serait indispensable. Pas forcément celle de l'analyste, après tout, hein, on peut trouver un autre dans la vie. De même, il me semble pour mes patients, poser simplement la question, même pas un rêve, propose au sujet un espace imaginaire pour le récit du rêve, lui permettant d'imaginariser ce réel du temps de réanimation, projetant le symbolique par le fait de me le parler. Même après tout, quand la réponse était « non, aucun rêve ». Il n'empêche que l'espace imaginaire avait été proposé. Dans son livre « Un peu profond ruisseau », où Catherine Millot raconte comment elle a failli mourir du Covid, elle dit « Il y avait dans cette aventure cette question. Il y avait dans cette aventure l'ancien, le danger de mort et son sauvetage, c'est en lien avec son histoire et son fantasme, et du nouveau. Ni angoisse, ni extase, l'expérience du dénuement et du dénudement de la pulsion de vie, laquelle n'est pas moins énigmatique que la pulsion de mort. La moitié de l'équipe du service de réanimation est partie cet été, et la plupart avec l'idée de changer de métier. Dénudement de la pulsion de vie. N'est-ce pas aussi ce que cette pandémie a dévoilé, embarrassant ceux qui y étaient directement confrontés? Christiane Lacôte, dans son livre déjà cité plusieurs fois, Leçons de ténèbres avec sarcasme, évoque la douleur d'exister. Il s'agit, dit-elle, de cette irrémédiable déhiscence entre la subjectivité et les mots, la conscience aiguë que le langage parasite et affecte la vitalité, si tant est qu'elle puisse exister sans les mots. Deuil ou mélancolie noire, le parlette perçoit parfois au cours de sa vie, au cours d'une psychanalyse aussi, la radicalité de cette condition. Ceci rejoint, il me semble, la question de Monica sur un deuil qui donnerait la possibilité d'actualiser la structure du langage, comme vous le disiez tout à l'heure. Peut-être aussi, est-ce aussi cette radicalité qui a surgi pendant cette pandémie pour certains. En réanimation, tandis que je partais à la quête des mots du rêve, les jeunes infirmières suivaient les conseils qu'on leur avait donnés à l'hôpital.
Elles avaient rempli le trou du passage en réanimation par des mots écrits sur un cahier destiné aux patients à son réveil. Cahier que très peu ont voulu lire. Il me semble qu'ils ne voulaient pas les lire parce que c'était beaucoup trop opératoire, beaucoup trop factuel. Du coup, trop loin du registre imaginaire. Et donc, ça en rajoutait dans l'angoisse. Je pense qu'un récit poétique aurait été peut-être plus approprié. Mais c'est une idée difficilement concevable en ces temps où l'homme est réduit au fonctionnement de son cerveau. Il n'y a qu'à voir les assises de la psychiatrie avec la montée en puissance de fondamentales et ses gadgets numériques. Je ne sais pas si vous y êtes intéressé, mais je pense que ça va tout à fait bien avec nos questions. Cette pandémie nous indique peut-être aussi que le sujet et sa barre trouvent toujours moyen de revenir sur scène. Et ça, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. On pourrait dire bonne ou mauvaise nouvelle suivant les formes que prennent ce retour. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Merci beaucoup. Voilà. Et bon, vous avez peut-être pu remarquer qu'il y a eu un dialogue entre nos textes, nos trois textes, et peut-être c'est à vous maintenant de rentrer dans la danse, j'ose dire, vous qui êtes dans la salle ou vous qui êtes dans la salle virtuelle et qu'on puisse ouvrir une discussion plus large par rapport à ces trois portes d'entrée différentes sur les mêmes questions. Non, mais tu peux venir là. Au là. Attends. C'est tout simple. Je ne sais pas si ça tombe. Oui. Non, c'est simplement, je voulais revenir et remercier toutes les trois intervenants avec l'actualité de vos questions. Et après, c'est simplement, à un moment donné, Angela s'est posé la question pourquoi jusque-là, on n'a pas eu un moment de manifestation des morts, au nom de toutes les morts pendant la Covid. C'est ce qui m'a attiré l'attention et je prends la parole à ce moment-là, c'est parce que ça m'étonne un petit peu qu'on puisse poser cette question comme si quelque chose qui est de l'ordre du passé. Il faut savoir, il faut se rappeler que nous sommes toujours en pandémie. Et en tout cas, cette question-là, quand tu as formulé, c'est ça qui m'est venu. Qu'est-ce que c'est passé? Qu'est-ce que c'est présent? Et la question que nous Cartel, nous posons, c'est quel est l'impact de cette pandémie et qui vous travaillez et qui vous amenez des éléments à propos de notre lien social et de notre relation, de la relation de l'homme contemporain après cette pandémie. Donc, ce n'est pas une question, c'est simplement une remarque. Voilà, est-ce qu'on peut parler d'un passé? Non, tu as raison, bien sûr qu'on ne peut pas parler au passé, mais cette question d'une manifestation d'un deuil collectif, quand même, ça m'a interpellée, mais peut-être précocement. Je ne sais pas. Bon, je vais essayer de parler, comme ça on entend, c'est ça. Est-ce que vous entendez ce que Roland dit? Oui, voilà. oui. Oh non, mais c'est bon, c'est bon. Non, ouais. Merci. Tu peux venir là aussi, hein, parce qu'on ne te voit pas par contre. Ah, on ne me voit pas. Je ne sais pas si du point de vue sanitaire, on sera dans les clous là, si je viens là. Bon,
Non, bon, alors c'est dommage, Angela, parce que c'est vrai qu'il y avait des éléments dans chacun des textes qui évoquaient d'autres choses dans les autres textes, mais malheureusement, apparemment, il y aura peu de temps pour qu'entre vous, vous les repreniez, vous les discutiez, alors que quand même, ça serait aussi le plus intéressant. Moi, je vais dire, il y avait tellement de choses que je prends juste un point au début et un point à la fin. Au fond, Angela, il me semble que tu es beaucoup partie du déni habituel, en quelque sorte, de la mort, qui est dit de toutes les façons possibles, et des formes particulières qu'il prend lorsque la mort se présente dans la guerre, dans la pandémie, quand il n'y a plus les rites, etc. Donc, qui accentue en quelque sorte ce déni et qui rend les choses encore plus compliquées pour chacun de nous. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au bout du trajet, on ne reste pas simplement sur une explication du sujet coincé par rapport au déni de la mort et tentant de moins le dénier. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un problème de rapport à sa perception de la mort, mais qu'on débouche sur quelque chose qui remet la question de la pulsion de vie également présente. Parce que je trouve que c'était très bien terminé sur le livre de Catherine Millot, qui effectivement présente d'une manière saisissante hein, le trajet hein, de quelqu'un qui a le Covid, qui est sur le point d'en mourir, et qui en plus est quelqu'un dont l'œuvre tout entière tourne beaucoup autour de la fragilité, j'aimerais dire, du sujet humain, pour qui de toute façon, comment dire, il est toujours à la limite de l'effondrement dans une perte, en quelque sorte. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui connaît tout à fait ça, et qui peut-être, parce que justement elle connaît ça, peut quand même d'autant plus en appeler à la pulsion de vie à la fin, aussi bien à travers son expérience qu'à travers ce qu'elle décrit d'une mère pas jeune du tout, mais qui repart au combat en quelque sorte vital, comme un seul homme, on aura envie de dire. Enfin, c'est extraordinaire. Et en plus, alors, amener ça à partir de cette idée qu'a eu François Chéka, que peut-être à travers la poésie, il y aurait une autre façon de renouer hein, le rapport de ces sujets qui ont traversé tout ça, le rapport avec la vie, hein, ça me paraît aussi important. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, bien sûr, nous avons à pas dénier la mort, mais ne dénions pas non plus la vie et la possibilité au bout d'une traversée, hein, d'en retrouver un peu quelque chose. Bien sûr. Oui, je pense que l'idée aussi était de faire ressortir ce qu'on pouvait faire d'invention qui impliquait quand même quelque chose de la vie pour faire face à ça. Hein. Donc, c'était aussi l'idée. Oui, c'est aussi que je te disais avec la notion d'invention. Oui, je pense qu'il y avait cette question qui parcourait les trois textes de façon différente. Et c'est vrai que je remercie Françoise de rappeler la question du crochetage du symbolique à partir du moment où on peut parler du tatouage et de l'adresser. Je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas mis l'accent, mais qui effectivement peut avoir des effets. Angela, oui. Je peux peut-être vous dire quelque chose parce que, en fait, ce qui m'avait frappé dans cette pandémie, c'était que nous étions dans une espèce de déréliction, dans une espèce d'impossibilité symbolique que chacune vous avez essayé de montrer. Je me souviens, puisque dans l'histoire de l'art du Moyen-Âge,
il y a eu des pestes, hein, comme la peste noire, des choses comme ça. Mais c'était toujours pris dans le religieux. Une chose extrêmement comique qui faisait beaucoup rire les gens à qui je racontais cette histoire, c'est que dans la chrétienté, donc, le pape ne devait pas mourir de quelque contagion que ce soit, puisque la maladie était pensée comme une punition. Le grand péché originel, n'est-ce pas, qui nous a rendus mortels. Mais en tout cas, la maladie était vécue avec un sens, une signification. Et donc, ce qui était très comique, on encerclait les appartements du pape par des fumigations de lauriers. Personne n'avait le droit de s'approcher, ce qui garantissait tout de même, hein, que le Père, le représentant du divin, ne pouvait pas être atteint par ce mal qui était pris comme la punition du péché. Or, pour l'épidémie qui nous a fait nous confiner, en particulier, ce n'est pas rien, hein, bien que nous n'ayons pas été le pape, hein, cette pandémie n'avait pas ces recours symboliques du tout. Et j'ai été très, très touchée de ce que tu disais, Angela, et de ce que disaient aussi les deux autres intervenantes sur à la fois le déni et le trauma. Quel est l'abîme entre les deux? Quel est l'abîme entre les deux? Et comment, bon, peut-être la poésie, peut-être, mais c'est très nouveau. Et ce que tu as dit de la fin du lien, de la connexion entre la mort et la vie dans l'enterrement dans les églises, comme ça ne pouvait plus exister, hein, c'est aussi ce qui a rendu les choses extrêmement, je crois, tragiques. Tragiques. Enfin, voilà. Oui, merci Christiane, parce que j'avais essayé de mettre aussi l'accent sur le fait que cette forme de déni, qu'il y avait une forme de déni moderne, où cette question de la croyance avait été déplacée. Tout à fait. Tu as tout à fait raison d'attirer notre attention sur ces dénuements symboliques aussi. Parce que la question de l'enterrement, de la sépulture dans les églises, c'était aussi une question du rachat de l'âme, c'est-à-dire c'était pour sauver l'âme. Plus on était près du divin, plus on avait des chances de sauver l'âme. Mais avec tout ça, il y avait cette insistance entre la continuité de la vie et de la mort. Et qui nous sommes aujourd'hui peut-être dans une séparation trop radicale. Mais on est sommé, obligé de repenser de façon nouvelle. Et tu avais cité ce livre extraordinaire de Delphine Horviller qui essaie de penser cela avec, bon, elle se dit une rabbine laïque, c'est pas tout à fait vrai, bien sûr, hein, mais il y a quand même un essai pour penser les choses de façon contemporaine. Oui, oui, et je pense qu'elle effectivement, grâce au récit, elle insiste énormément sur ça. Grâce au récit, pour y compris accompagner ce qui reste, il y a là quelque chose qu'elle préconise dans cette nouvelle façon de faire cohabiter la mort et la vie à nouveau, à minima. C'est joli cette phrase où elle dit que la mort et la vie se donnent la main et dansent. C'est une notion qu'on a perdue, je pense. C'est l'insistance sur le récit, c'est le discours du prix Nobel de littérature cette année aussi.
j'arrive plus, c'est une polonaise qui a un nom Nora, je ne saurais pas vous le redire, mais qui a beaucoup insisté sur comment le récit est de nouvelles façons, peut-être, de trouver de nouvelles façons de faire des récits sur le monde dans lequel on est aujourd'hui et comment, oui, ça peut elle le disait à sa façon, mais on entendait très bien que c'était du côté de récupérer un peu de symbolique, quoi. Mhm. Je crois que cette pandémie aussi, et ça a été présent dans les 3 textes, nous oblige à repenser la question de l'image, la fonction de l'image, et que toutes les images ne se valent pas. Je pense que là, il y a aussi quelque chose d'important. Est-ce que parmi nos collègues brésiliens, qui sont nombreux là ce soir, vous n'auriez pas de commentaires, des questions? Parce qu'au Brésil, vous avez été impacté d'une façon encore plus dramatique, si j'ose dire, à toutes ces questions-là. Oui, et je disais que est-ce que les collègues brésiliens qui sont en nombre là le soir, ils ne voudraient pas intervenir dans ces discussions parce que vous avez vécu et vous êtes encore beaucoup plus confinés qu'on l'a été ici, plus longtemps. C'est vrai qu'on a abordé un thème lourd ce soir et que ça doit peser pour pouvoir discuter un petit peu. Attends, il y a une question dans la salle et ensuite je passe la parole à Idal, c'est ça? Oui. Oui. Oui, venez Flavia. Vous pouvez s'approcher. Oui, c'est à propos, je crois, de l'exposé d'Angela. Il me semble avoir entendu dans votre exposé, on n'apporte pas une réponse politique à la question de la mort. À l'absence de sépulture. À l'absence de sépulture. C'est vrai que vous avez insisté sur cette absence d'un lieu pour la mort aujourd'hui. Mais je me suis demandé, comme je suis arrivée un petit peu en retard, par rapport à ce titre que vous avez choisi, Sereniterata, qui me semble-t-il fait référence à cet événement, à cette révolte de 1836. Et je me suis demandé si vous aviez fait au tout début de votre exposé, si vous avez produit une articulation entre cet événement et votre propos, et si vous... Non, j'ai pris cet événement qui faisait part d'un moment de l'histoire où justement cette question de la séparation de l'espace des vivants, de l'espace des morts n'était pas aussi étanche, pour montrer l'écart dans lequel, je l'ai pris comme un repère, pour montrer l'écart dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et puis c'est vrai que c'était le titre du livre qui relate cette histoire s'appelle « La mort, une fête ». Oui. Et c'était en effet une fête baroque au Brésil, les enterrements, le parcours de la maison du défunt jusqu'à l'église où il souhaitait être enterré. Et il faisait remarquer quelque chose de très important, que les gens ils voulaient dans la plupart du temps être enterrés près de leur domicile. L'église qui était près de leur domicile, comme s'il y avait une continuité entre ces deux espaces. Et donc, j'ai pris ça très brièvement parce que c'est un livre très détaillé et complexe et qui analyse tous les contextes de cette histoire. Et cette tentative de mise en place d'un cimetière, parce qu'il y avait un cimetière
où étaient enterrés d'une façon indigente les Noirs et les esclaves. Et là, c'était une généralisation de cette séparation de l'espace sacré et de l'espace des morts. Donc, c'était les cimetières pour tout le monde, pour le blanc, pour le seigneur. Et ça, c'était pas inadmissible. C'était pas admissible, c'était inadmissible. Donc, c'était pour monter l'écart par rapport à où nous sommes sous les traitements de la mort aujourd'hui. C'était ça, j'ai démarré là-dedans, là-dessus. Ouais. Merci. Cette dimension de la fête Oui. n'est pas du tout péjorative. Là. Non, pas du tout, Ça, pas du ça tout. peut arriver, effectivement, que des enterrements, ça dépend des religions. Je suis orthodoxe pour ma part, et c'est vrai qu'il y a une dimension, non pas de fête, mais après l'enterrement proprement dit, un certain honneur, un certain accueil qu'on fait aux gens avec des mets que l'on consomme, et on retrouve la vie, enfin, tout de suite après, d'une certaine façon. Il y a cette invitation tout de suite, donc cette continuité effectivement aussi très, très marquée. Et puis il y a aussi dans la culture slave, enfin chez les Russes, il y a des chants comme ça, à la mort de quelqu'un, enfin c'est des chants liés à la terre, le renouveau. Enfin bon, ça a été symbolisé parfois par des œuvres, par la naissance, tout de suite par une exaltation de la naissance, mais c'est effectivement, ça m'a interpellé aussi à ce titre. Merci, merci Flavia. Et il y a une question d'Idália, c'est ça? Sim, é mais uma observação. C'est plus un commentaire. Se a Mônica, né, e você e a outra colega Françoise, se estaria de acordo com o fato de que se acresce aqui na nossa cultura. Est-ce que vous seriez d'accord, les trois intervenants, que dans notre culture, ça croise? A falta dos ritos e do respeito que nós estamos vivendo na política. C'est-à-dire que ça vient se rajouter la question de l'absence des rites et des respects, ce que nous sommes en train de vivre au niveau politique. E que nós não podemos separar a quantidade de mortos. Parce qu'on ne peut pas séparer la quantité de morts a esse desprezo do rito e do lugar dos sujeitos já na cultura. Et de ces mépris des rites et du sujet déjà dans la culture. Sobretudo na política do governo do Brasil de hoje, né? Surtout dans la politique du gouvernement du Brésil d'aujourd'hui. Eu acho que sim, Idália. Esse aspecto que a Ângela trouxe do luto, da possibilidade do luto coletivo. Oui, je pense que oui, Dalia, cette question qu'Angela a amenée du deuil collectif. Que aqui a gente sabe que não teve não só uma solenidade. Et on sait qu'ici, il n'y a eu aucune cérémonie. Mas não teve nenhuma palavra. Mais il n'y en a pas eu aucun mot. Da parte de nenhum governante, de simples reconhecimento. Et il n'y a pas eu aucun mot de la part du gouvernement, et même pas pour faire une reconnaissance de ce qui se passe. Ao contrário, né? Uma das frases foi: qual o problema? Todos vamos morrer um dia. Bien au contraire, puisque une des phrases a été: mais quel est le problème, puisque nous allons tous mourir un jour. E eu não sei essa questão da denegação e do trauma. Et je fiquei... sais pas cette question du déni du trauma. Eu fiquei pensando se aqui a gente não estaria, de algum modo, em alguma medida,
em algo como uma denegação, uma fora-inclusão. Ici, par rapport à ça, je me demande si au Brésil, nous ne sommes pas davantage dans quelque chose qui serait de l'ordre d'une fore-inclusion. Je sais pas si d'une fore-inclusion. Oui. C'est-à-dire que il me semble, enfin, ça m'a beaucoup interrogée, c'est surtout que j'ai découvert qu'il était possible donc que les Brésiliens n'aient pas d'acte de naissance et que du coup, ils ne puissent pas avoir de nom sur une tombe. C'est ça, hein, c'est ce que vous avez bien ce que vous avez dit. Si on n'a pas d'acte de naissance, on n'a pas d'acte de décès non plus. Hein. Et oui, bien sûr. Non, mais je ne savais même pas que c'était possible de ne pas avoir d'acte de naissance. Voilà. Mais je pense que ça vient quand même effectivement dans ça vient avec ça, avec cette possibilité. Alors, ça m'a interrogée parce que vous dites à la fin, au Brésil, cette possibilité réelle de ne pas avoir à reconnaître, affirmer et nommer la mort. C'est-à-dire que c'est plutôt de nommer le mort. C'est l'absence de nom, je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression que c'est plutôt une impossibilité réelle plutôt qu'une possibilité réelle. L'impossibilité, elle vient de cette absence de déclaration légale d'une naissance. Mais dans ce cas précis, hein, je veux dire. Mais alors, vous dites, parce que du coup, vous dites devant la possibilité d'une dégradation dans laquelle la vie elle-même pourrait s'enterrer. Bon, peut-être c'est ce qui me fait dire, mais non, comment ça pourrait être horriblement possible, ça. Mais c'est le mort c'est moins la mort que le mort qu'on ne nomme pas. Est-ce que c'est vraiment la même chose? Comme on n'a pas nommé celui qui venait de naître. Enfin, on ne l'a pas nommé légalement, parce qu'après tout, dans toute sa vie, il a porté un nom, j'imagine. Ângela, não compreende bem qual que é a diferença que ela está fazendo de nomear entre nomear o morto e nomear a morte. Se isso não seria mais o caso de colocar o acento sobre não poder nomear o morto. Du coup, c'est l'impossibilité qui est réelle. Donc, une possibilité réelle de ne pas nommer la mort. Non, voilà, ça m'a traversé, hein, peut-être. Non, je n'ai pas compris, Françoise. Parce que vous nous dites, Monica, au Brésil, cette possibilité réelle, hein, en parlant de ce nom, pour ceux qui ne peuvent pas avoir leur nom inscrit sur une tombe, de ne pas avoir à reconnaître, affirmer et nommer la mort. Voilà. Et il me semble que ce n'est pas une possibilité réelle, parce que c'est une impossibilité réelle de mettre un nom sur un mort. Mais ça ne... On ne peut quand même pas réellement la nier, enfin, la reconnaître, ne pas la reconnaître. Pas plus... Enfin, voilà. Ela está falando dos casos onde não tem a certidão de nascimento. Mais je pense qu'au Brésil, actuellement, il y a le deux, Françoise. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, parce qu'il y a l'impossibilité de nommer le mort pour ceux qui n'ont pas eu de date de naissance, déjà d'une. Et puis aussi, les discours du gouvernement. Oui, le discours du gouvernement nie les morts. Aussi la mort en tant que telle. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est deux choses différentes, il me semble. Oui. Mais c'est vrai qu'avec ce que tu rappelais, Angela, c'est ce qui nous arrive, hein, avec le jardin des souvenirs. Et il n'y a pas de mort inscrit non plus, il n'y a pas de nom inscrit pour certains chez nous. Monica, je ne sais pas si tu veux... Voilà, c'est une remarque en passant. Oui, Angela. Non, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose d'autre de ce que j'ai pu avancer là concernant cette question. Parce que... Eu estou acompanhando, acho que a diferença que ela está fazendo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que essas coisas se articulam de algum modo.
Oui, ce qu'elle dit, c'est que ces deux questions s'articulent, même si ce n'est pas du même ordre, elles s'articulent. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, on me rappelle qu'il est 11h moins quart et qu'il va falloir qu'on se sépare parce qu'il faut qu'on rende la salle. Je voulais donc vous annoncer la conférence suivante. On ne sera pas là en novembre parce que c'est férié ici, c'est la Toussaint, les vacances de la Toussaint. Et donc, nous allons nous retrouver le 1er décembre avec une conférence d'Eduardo du Carvalho Rocha. La pandémie de la Covid met-elle en relief les déserts qui avancent au Brésil et qui aura pour discutant Omar Guerrero. Donc, rendez-vous le 1er décembre en présentiel et en Zoom à nouveau. Et merci. Merci d'avoir été là avec nous pour traiter ces questions difficiles. Bonne soirée à tous.